Le matin du 27 septembre 1945, à 6h47 précise, l'empereur Hirohito ouvre les yeux dans la pénombre de sa chambre au palais impérial de Tokyo. Autour de lui, le silence est si profond qu'il entend battre son propre cœur. Dehors, la capitale japonaise n'est plus qu'un paysage de ruines calcinées, un océan de cendres où se dressent encore quelques structures fantomatiques. Mais ici, entre ces murs ancestraux, tout demeure intact, figé dans une éternité trompeuse. Pourtant, Hirohito le sait. Dans exactement 4h13, son monde bascule définitivement. Il va affronter l'homme qui détient son avenir entre ses mains, le général Douglas MacArthur. Pour la première fois depuis que la lignée impériale existe, depuis 2600 années ininterrompues, un empereur du Japon va comparaître devant un vainqueur étranger. Non pas en tant que souverain négociant d'égal à égal, non pas en position de dignité diplomatique, mais comme un homme défait qui risque à chaque instant d'être jugé comme criminel de guerre et exécuté publiquement. Cette réalité le hante. Ses conseillers n'ont cessé de le lui répéter ces derniers jours. Des voix puissantes à Washington réclament sa pendaison. D'autres exigent un procès spectaculaire suivi d'une incarcération à perpétuité. Nul ne sait réellement quelles sont les intentions de MacArthur. Dans les couloirs du palais, les serviteurs s'affairent en filance, chaque mouvement dicté par des siècles de rituels. Le costume qu'on lui prépare est noir, strictement occidental, aucune trace du kimono impérial traditionnel. Ce choix vestimentaire est déjà une capitulation symbolique. Hirohito va s'habiller comme l'Occident pour accueillir l'Occident. Mais derrière ce détail se cache une terreur plus viscérale. Comment s'habille-t-on quand on ignore si l'on se rend à une négociation ou à sa propre mise à mort? Seul devant son miroir, Hirohito observe son reflet. À 44 ans, son visage porte les stigmates de choix qui ont englouti des millions de vies. Il n'est pas le guerrier fanatique que dépeint la propagande alliée. En vérité, il a rarement imposé des décisions militaires durant le conflit, mais il n'a jamais non plus stoppé les généraux ultranationalistes qui ont précipité le Japon dans l'abîme. Cette ambiguïté morale le tourmente. Il sait qu'un jour viendra le jugement. Mais par qui? Un tribunal international? MacArthur en personne? L'histoire elle-même? Les récits sur MacArthur se multiplient depuis des semaines. On le décrit comme hautain, imprévisible, amateur de mise en scène, méprisant ouvertement les codes japonais. Il aurait refusé toute visite au palais avant aujourd'hui, laissant volontairement Hirohito dans l'angoisse de l'incertitude. Des témoins racontent qu'il reçoit les diplomates japonais avec une nonchalance calculée, fumant tranquillement sa pipe pendant qu'il s'incline, gardant ses lunettes de soleil même en intérieur. C'est de la guerre psychologique, et elle fonctionne à merveille. Hirohito, qui n'a jamais courbé l'échine devant quiconque, ne sait absolument pas comment aborder cet homme. Ces moments extraordinaires, où le destin entier d'une nation se décide en quelques instants, vous ne les découvrirez nulle part ailleurs. Abonnez-vous maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucune de nos vidéos. Et dites-nous en commentaire, si vous étiez à la place d'Hirohito ce matin-là, qu'auriez-vous ressenti en attendant cette rencontre? Ou simplement, d'où nous regardez-vous aujourd'hui? À 10h30 précise, un conseiller impérial s'approche d'Hirohito avec une révérence profonde. Sa voix tremble légèrement. « Votre Majesté, le général MacArthur a quitté son quartier général. Il sera ici à 11h. » Pas une minute de plus, pas une minute de moins. La précision militaire américaine face à l'éternité immuable du protocole japonais. Hirohito se lève de son siège avec une lenteur calculée, ajuste le col de son costume occidental noir et commence sa marche vers la salle de réception. Ses pas résonnent sur le parquet ancien, chaque planche de bois portant le poids de siècles d'histoire. Chaque pas le rapproche d'un instant qu'il a tenté d'imaginer 1000 fois sans jamais vraiment pouvoir le concevoir. Que va-t-il se produire derrière cette porte? MacArthur va-t-il ordonner son arrestation immédiate? Va-t-il exiger qu'il se prosterne? Va-t-il le forcer à abdiquer devant des témoins? Ou pire, va-t-il simplement l'ignorer, le traiter comme une formalité administrative sans importance dans la refonte du Japon? Pour un homme élevé depuis sa naissance dans la certitude absolue qu'il incarnait la déesse solaire Amaterasu sur Terre, chacune de ces possibilités représente une annihilation différente de son être. 11h. On frappe à la porte.
Ce n'est pas le frappement délicat et révérencieux d'un visiteur japonais, c'est un frappement assuré, presque désinvolte, celui de quelqu'un qui n'attend pas vraiment la permission d'entrer. La porte s'ouvre, et à cet instant précis, Hirohito voit quelque chose qui bouleversera à jamais sa conception du pouvoir. MacArthur pénètre dans la pièce en tenue décontractée, une chemise kaki ouverte au col, sans cravate, sans la moindre décoration militaire. Il ne porte aucune arme, pas de pistolet à la ceinture, pas de sabre d'apparat, rien. Ses mains reposent tranquillement dans ses poches. Il affiche un léger sourire, comme s'il rendait visite à une vieille connaissance, pas à l'empereur d'un empire anéanti. Ce détail, l'absence totale d'armes, frappe Hirohito comme un choc électrique. Dans toute l'histoire millénaire du Japon, jamais un samouraï n'aurait osé paraître devant l'empereur sans son katana. C'était tout simplement inconcevable, un affront impardonnable. Mais MacArthur fait précisément cela, et paradoxalement, ce choix le rend infiniment plus redoutable. Il n'a besoin d'aucune arme, sa simple présence suffit. Le message ne pourrait être plus limpide. Je peux entrer ici sans aucune protection parce que je n'ai absolument rien à craindre de vous. MacArthur s'avance vers Hirohito avec une démarche paisible, presque nonchalante. Il mesure 1,80 m, une stature imposante pour un Américain, colossale comparée aux Japonais de cette époque. Hirohito fait à peine 1,65 m. Mais cette différence physique n'est rien face à l'abîme culturel qui les sépare. D'un côté, un général qui incarne l'assurance américaine du XXe siècle, individualiste, pragmatique, indifférent aux traditions ancestrales. De l'autre, un empereur qui représente 2600 années de continuité dynastique ininterrompue, de hiérarchie inflexible, de rituels sacrés immuables. Les deux interprètes présents dans la salle sont manifestement tendus. Ils comprennent que chaque mot qu'ils traduiront pourrait avoir des répercussions historiques incalculables. MacArthur tend la main vers Hirohito, un geste occidental banal. Mais pour l'empereur, serrer la main d'un étranger constitue déjà une révolution intime. Il a été élevé dans la croyance que son corps était sacré, inviolable. Les sujets japonais devaient détourner le regard en sa présence, et voilà qu'un conquérant américain lui serre la main comme s'ils étaient de simples partenaires commerciaux. Hirohito observe immédiatement d'autres détails qui le désarçonnent. MacArthur porte une simple chemise de combat froissée par le trajet en jeep depuis son quartier général. Aucun uniforme de cérémonie, aucune médaille étincelante, juste quelques étoiles discrètes sur le col qui rappellent qu'il est général 5 étoiles. Ses bottes sont poussiéreuses, sa pipe en épi de maïs dépasse négligemment de sa poche de poitrine. Il ressemble davantage à un agriculteur du Midwest qu'au représentant suprême de la plus formidable puissance militaire que le monde ait jamais connue. Et pourtant, c'est exactement ce qu'il est. Soudain, un photographe de l'armée américaine entre dans la pièce. Hirohito ne s'y attendait absolument pas. Dans le protocole impérial, toute photographie officielle est méticuleusement planifiée, chorégraphiée, approuvée. Ici, le photographe positionne simplement MacArthur et Hirohito côte à côte et appuie sur le déclencheur. Clic. L'image capturée à cet instant deviendra l'une des photographies les plus explosives de l'histoire japonaise. On y voit MacArthur dans sa posture décontractée, les mains enfoncées dans les poches, la chemise négligemment ouverte, arborant un demi-sourire confiant. À ses côtés, Hirohito se tient rigide comme une sculpture de pierre, les bras plaqués le long du corps, le visage pétrifié dans une expression impénétrable qui trahit néanmoins un profond malaise. Cette photographie sera imprimée dans tous les journaux japonais dès le lendemain matin, provoquant une onde de choc à travers tout l'archipel. Pour des millions de Japonais qui n'ont jamais aperçu leur empereur qu'à distance lointaine lors de cérémonies soigneusement orchestrées, cette image d'Hirohito aux côtés d'un Américain en tenue débraillée représente une véritable profanation. Certains citoyens pleureront en découvrant cette photo. D'autres découperont soigneusement l'image de MacArthur, ne conservant que celle de leur empereur. Mais le dommage sera irréversible. L'aura divine d'Hirohito aura été fracassée par un simple cliché photographique. Après la séance photo, MacArthur invite Hirohito à s'asseoir, non pas avec la déférence qu'on attendrait devant un monarque, mais avec la courtoisie détendue et égalitaire typiquement américaine. Il offre même une cigarette à l'empereur. Hirohito décline poliment. Il ne fume pas. MacArthur allume la sienne tranquillement et la fumée commence à s'élever dans la pièce, flottant entre les deux hommes comme un voile translucide.
Dans le silence pesant qui s'installe, Hirohito cherche désespérément ses mots. Il a préparé un discours formel, des phrases protocolaires soigneusement rédigées. Mais face à cette décontraction américaine déconcertante, toutes ces préparations lui paraissent soudainement grotesques et inappropriées. C'est MacArthur qui rompt finalement le silence. Mais il ne parle ni de capitulation, ni de crimes de guerre, ni de tribunaux internationaux. Il parle du Japon, de sa reconstruction, de son avenir. Il explique à Hirohito qu'il ne considère pas les Japonais comme des ennemis à anéantir, mais comme un peuple à relever, à aider. Il évoque la démocratie, l'éducation moderne, les réformes économiques nécessaires. Il parle de transformer le Japon en une nation contemporaine et pacifique. Et dans son ton, il n'y a aucune condescendance perceptible, uniquement du pragmatisme brut. Hirohito écoute, fasciné malgré lui. Il s'attendait à des accusations virulentes, à des exigences humiliantes, à de l'hostilité ouverte. Au lieu de cela, MacArthur parle comme un architecte présentant les plans détaillés d'un nouveau bâtiment à son client. L'empereur saisit quelque chose de fondamental à cet instant précis. MacArthur n'est pas venu ici pour le détruire, il est venu pour l'utiliser. L'empereur comprend qu'il peut servir davantage vivant que mort, qu'il sera plus efficace comme symbole de continuité que comme martyr de la défaite. Puis arrive le moment qui changera absolument tout. Hirohito, rassemblant chaque once de courage qu'il possède, prononce une phrase qu'il a répétée mentalement des centaines de fois ces derniers jours. « Je viens à vous, général MacArthur, pour vous offrir ma personne et assumer l'entière et complète responsabilité de toutes les décisions politiques et militaires prises par mon peuple dans la conduite de cette guerre. » Un silence absolu succède à ces paroles. Les interprètes traduisent d'une voix tremblante, conscients de l'importance historique de cet instant. C'est une déclaration absolument extraordinaire, sans précédent. Jamais dans toute l'histoire millénaire du Japon, un empereur n'a assumé une responsabilité personnelle de cette manière. MacArthur fixe Hirohito avec une expression transformée. Pour la première fois depuis son entrée, quelque chose qui ressemble à du respect authentique traverse son visage. Il s'attendait à rencontrer un homme brisé, suppliant pathétiquement pour sa survie. Au lieu de cela, il découvre un souverain vaincu qui choisit consciemment la dignité plutôt que les excuses faciles. MacArthur ne répond pas immédiatement à cette déclaration. Il tire lentement une bouffée de sa cigarette, tourne son regard vers la fenêtre donnant sur le jardin impérial immaculé, puis revient vers Hirohito. Ce qu'il dira dans les prochaines minutes va déterminer le destin du Japon pour les décennies à venir. MacArthur commence sa réponse par quelque chose de totalement inattendu. Il raconte une histoire personnelle. Il parle de sa propre expérience complexe aux Philippines, de l'immense difficulté du commandement militaire en temps de guerre, de la quasi-impossibilité de contrôler des généraux ambitieux et ultranationalistes au sein d'une structure militaire rigide et hiérarchisée. Il suggère, sans jamais le formuler explicitement, qu'il comprend parfaitement la position impossible d'Hirohito, un souverain largement symbolique, piégé dans un système qu'il ne contrôlait pas réellement. C'est une bouée de sauvetage habilement déguisée en conversation informelle et décontractée. Hirohito sent la tension écrasante dans ses épaules commencer à se relâcher légèrement. MacArthur n'est pas en train de l'accuser frontalement. Il est en train de construire patiemment un récit partagé, une version commune de l'histoire où Hirohito peut conserver une certaine dignité tout en reconnaissant les atrocités terribles commises par le Japon impérial. C'est une négociation d'une subtilité extraordinaire, menée non pas avec des ultimatums brutaux, mais avec des insinuations délicates, des suggestions voilées, des histoires soigneusement partagées. La conversation se poursuit pendant exactement 40 minutes. Aucun enregistrement officiel complet n'existe de tout ce qui s'est dit dans cette pièce. Les interprètes ont fourni par la suite des comptes rendus partiels, souvent contradictoires et fragmentaires. Mais tous les témoins présents s'accordent sur un point. L'atmosphère dans la salle a changé radicalement au cours de ces 40 minutes cruciales. Au début, Hirohito était tendu à l'extrême, terrorisé, attendant passivement son verdict. À la fin, il participait activement à une discussion constructive sur l'avenir du Japon avec un homme qu'il commençait à percevoir non plus comme un conquérant vengeur, mais comme un partenaire pragmatique inattendu. MacArthur expose méthodiquement sa vision.
Hirohito restera empereur, mais l'institution impériale sera profondément transformée. Fini la divinité, fini le pouvoir politique absolu. L'empereur deviendra essentiellement un symbole vivant de continuité et d'unité nationale, rien de plus. Mais en échange, le Japon adoptera une constitution démocratique moderne, un parlement réellement élu, des droits fondamentaux garantis pour tous les citoyens. C'est une révolution radicale proposée habilement dans le langage rassurant de la continuité. Une transformation totale présentée astucieusement comme une évolution naturelle et inévitable. Pour Hirohito, c'est simultanément un soulagement immense et une mort symbolique déchirante. Il ne sera pas pendu publiquement, il ne sera pas emprisonné dans l'humiliation, mais il cessera définitivement d'être ce qu'il a été pendant toute son existence, une figure divine intouchable, élevée au-dessus de l'humanité ordinaire. MacArthur lui demande essentiellement de descendre du ciel céleste et de rejoindre le monde terrestre des mortels. Et en échange de cette chute vertigineuse, il offre la survie, non seulement celle d'Hirohito personnellement, mais celle de l'institution impériale tout entière. Hirohito pose alors une question qui révèle sa préoccupation la plus profonde. Qu'adviendra-t-il de mon peuple? C'est une question profondément sincère. Malgré tout, la défaite écrasante, l'humiliation nationale, l'effondrement complet de son statut divin, Hirohito pense encore aux 70 millions de Japonais qui ont survécu à cette guerre dévastatrice. MacArthur saisit immédiatement cette ouverture. Il explique en détail son plan ambitieux pour la reconstruction. Aide alimentaire massive, réforme agraire complète, programmes éducatifs modernes, reconstruction industrielle planifiée. Il mentionne le plan Marshall qui est en train de transformer radicalement l'Europe et suggère que quelque chose de similaire pourrait être mis en œuvre pour aider le Japon. C'est à ce moment précis qu'Hirohito comprend vraiment le génie stratégique de MacArthur. Le général n'est pas venu avec des chaînes et des menottes, mais avec des plans de reconstruction détaillés. Il n'est pas venu pour humilier et écraser, mais pour transformer et rebâtir. Et surtout, il a absolument besoin d'Hirohito pour réussir cette entreprise colossale. Sans la coopération active de l'empereur, l'occupation américaine pourrait facilement déclencher une résistance massive et sanglante. Des millions de Japonais endoctrinés depuis l'enfance à mourir pour leur empereur pourraient transformer tout le pays en un cauchemar de guérilla interminable. Mais avec Hirohito coopérant activement, ordonnant explicitement la paix, légitimant publiquement les réformes, la transition peut s'effectuer de manière relativement pacifique. Hirohito réalise quelque chose de profondément révélateur. MacArthur est entré sans armes, non pas par mépris ou arrogance, mais par pure stratégie calculée. L'absence d'armes n'était absolument pas un signe de faiblesse ou de naïveté, mais la démonstration ultime de sa force réelle. MacArthur disait silencieusement « Je n'ai pas besoin d'armes parce que je possède quelque chose d'infiniment plus puissant, le pouvoir de reconstruire des nations entières. » C'était une leçon magistrale sur la nature du pouvoir véritable, non pas celui qui détruit et anéantit, mais celui qui transforme et reconstruit. À la fin de la rencontre, les deux hommes se lèvent ensemble. MacArthur serre à nouveau la main d'Hirohito, cette fois avec notablement plus de chaleur humaine. Il promet de revenir régulièrement au palais pour discuter de la progression des réformes. C'est extraordinaire, le conquérant traite le vaincu comme un authentique collègue de travail. Hirohito s'incline légèrement, non pas avec la révérence japonaise traditionnelle profonde, mais avec une courtoisie simple, presque occidentale dans son exécution. MacArthur répond par un salut militaire décontracté. Quand MacArthur quitte enfin la pièce, Hirohito reste parfaitement immobile pendant plusieurs longues minutes. Les interprètes et conseillers présents n'osent pas bouger un muscle. L'empereur fixe intensément la porte par laquelle le général américain vient de sortir. Dans son esprit bouleversé, un monde millénaire vient de mourir définitivement et un monde entièrement nouveau vient de naître. Il était une figure lointaine, sacrée, inaccessible. Mais désormais, les Japonais découvrent leur empereur arpentant les décombres, serrant des mains rugueuses d'ouvriers, souriant maladroitement devant les objectifs. C'est gauche, déconcertant pour tous au départ. Hirohito ne sait pas vraiment comment être simplement humain. Les citoyens ne savent pas comment interagir avec un ancien dieu vivant. Mais progressivement, une relation inédite se construit. MacArthur et Hirohito continuent de se voir régulièrement durant toute l'occupation américaine. 11 rencontres officielles au total entre 1945 et 1951. À chaque rencontre, MacArthur arrive sans armes, détendu, sûr de lui. Et à chaque rencontre, Hirohito gagne en aisance dans cette dynamique nouvelle.
Les deux hommes développent une relation singulière, pas tout à fait de l'amitié, mais un respect réciproque forgé par la nécessité et l'efficacité commune. MacArthur admire le courage silencieux d'Hirohito, Hirohito respecte le pragmatisme visionnaire de MacArthur. Le Japon qui émerge de ces années-là est radicalement méconnaissable comparé à celui qui entra en guerre. Une constitution nouvelle, rédigée essentiellement par les Américains, mais présentée comme une initiative japonaise, transforme l'Empire en monarchie constitutionnelle moderne. Les femmes acquièrent le droit de vote, les syndicats sont légalisés, le système éducatif est entièrement réformé. L'armée impériale est abolie, remplacée par des forces d'autodéfense strictement défensives. C'est une révolution imposée d'en haut, orchestrée par un conquérant étranger et légitimée par un empereur qui a accepté de quitter son piédestal divin. En 1989, lorsqu'Hirohito s'éteint à 87 ans après 62 années de règne, le Japon est absolument méconnaissable par rapport à 1945. Il est devenu la deuxième puissance économique mondiale, une démocratie solide et stable, un allié stratégique majeur des États-Unis. Les historiens débattent toujours du rôle précis d'Hirohito durant la guerre. Était-il un dirigeant actif ou une simple marionnette des militaires ? Aurait-il pu empêcher les atrocités commises? Ces questions demeurent profondément controversées. Mais une chose reste indiscutable. Sa rencontre avec MacArthur le 27 septembre 1945 a irrémédiablement changé le cours de l'histoire japonaise. Cette rencontre nous révèle quelque chose d'universel sur la véritable nature du pouvoir. MacArthur est entré dans ce palais impérial sans armes, parce qu'il comprenait intuitivement que la vraie puissance ne réside jamais dans la coercition brute, mais dans la transformation profonde. Il n'a pas cherché à humilier Hirohito. Il lui a offert une sortie honorable qui servait les intérêts stratégiques des deux nations. C'était du pragmatisme élevé au rang d'art politique. Et Hirohito, en acceptant de renoncer à sa divinité, a démontré un courage d'une nature différente, celui d'abandonner tout ce qu'on vous a appris à être pour devenir ce dont votre peuple a réellement besoin. Si vous avez apprécié cette plongée dans un moment décisif de l'histoire contemporaine, abonnez-vous et activez les notifications pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Un like nous aide vraiment à partager ces récits avec davantage de passionnés, et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec quelqu'un qui apprécie l'histoire. Souvenez-vous, le pouvoir véritable n'est pas celui qui impose sa volonté par la force brutale, mais celui qui transforme les ennemis en partenaires et les défaites en opportunités nouvelles. C'est la leçon profonde que MacArthur et Hirohito nous ont léguée ce jour de septembre 1945.